Vous avez mentionné en quoi l'Allemagne est différente de la France et du Royaume-Uni en termes, disons, de colonialisme et des expériences qu'ils ont vécues auparavant. En réalité, lorsque nous parlons de l'Europe, nous avons généralement tendance à penser ou à comprendre qu'ils sont semblables. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des peuples différents, des nations différentes, avec des idées et des histoires différentes. Pourtant, cette réalité des différences entre ces nations n'est pas vraiment reconnue lorsque nous parlons de l'Europe. Comment percevez-vous l'unité entre les Européens? Par exemple, entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, ou entre le Royaume-Uni et la France? Est-ce que cela va aider? Y a-t-il une véritable unité? Allons-nous constater de grandes différences dans la manière dont ils se positionnent face aux États-Unis, dans la façon de faire comprendre au Japon Europe sacrifie et a déjà sacrifié jusqu'à présent? Pour que cela se produise, Nima, il faut d'abord que les dirigeants européens soient honnêtes et disent la vérité à leur peuple. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à le faire, car cela demanderait beaucoup de caractère, de courage et de gravité intellectuelle. Ce sont toutes des qualités que la direction européenne actuelle ne possède pas, car un certain niveau de médiocrité a été encouragé durant cette ère unipolaire en Europe. Cela a abouti à une direction politique probablement parmi les plus creuses, les moins qualifiées et les plus ridiculement médiocres jamais vues, revenant encore une fois sous le parapluie américain. Mais la raison pour laquelle cela pose problème à l'Europe, c'est qu'à mesure que l'UE progressait en tant que projet politique et dépassait l'union économique, ce qui avait du sens pour tout le monde en termes de Schengen et de marché commun, beaucoup de prospérité en a découlé. Mais le problème vient alors de l'union politique de l'UE. On en voit aujourd'hui l'extrême manifestation, avec la Commission européenne qui sanctionne des personnes pour leurs opinions politiques ou pour avoir tenu des propos qu'elle juge erronés, de la propagande russe, comme Jacques Baud, par exemple, et d'autres, comme Nathalie Yam, dont vous connaissez les affaires. C'est l'expression la plus radicale du projet politique européen, qui est assez oppressif, de nature soviétique, voire fasciste. Le problème, c'est qu'à mesure que Bruxelles s'est alignée sur l'OTAN, les États membres ont lentement mais sûrement perdu leur politique étrangère indépendante. Et je pense que le grand tournant ici, et c'est intéressant, a été lorsque la France a réintégré l'OTAN en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Et je pense que cela a été fait en préparation du renversement de la Libye, une opération dont la France a pris la direction. À mon avis, l'OTAN n'aurait pas pu le faire sans les Français. Il y avait beaucoup de soutien en Europe, ainsi que des jeux militaires et politiques entre la France et la Libye avant cela. C'était donc un grand changement. La France avait une politique étrangère indépendante. Elle était en dehors de l'OTAN jusqu'en 2009. Et maintenant, on peut voir qu'une pétition a été lancée cette semaine par une députée française, appelant la France à se retirer du commandement central de l'OTAN. Il s'agit de Clémence Guettet, députée française, qui a déposé la pétition cette semaine. Cela ne débouchera peut-être pas encore sur quelque chose de significatif, mais cela aurait été impensable il y a seulement 6 mois ou 1 an. Et maintenant, c'est une réalité. Ainsi, la manière de penser républicaine française, ou gaulliste, en termes d'art de gouverner et de valeurs républicaines françaises, revient sur le devant de la scène, en raison du fait que les États-Unis se montrent assez belliqueux et caustiques dans leurs relations avec leurs partenaires européens. Tout cela a un coût pour les États-Unis. C'est simplement que les conservateurs ne sont pas des gens très brillants. Les républicains sont complètement perdus en matière de relations internationales, et ils sont donc en train de démanteler l'ONU. Et c'est ce qu'est, en fin de compte, le soi-disant Conseil de la paix.
C'est un contournement du droit international, cette histoire de Conseil de la paix pour Gaza lancée par Trump, et aussi, évidemment, une manière de dissimuler le fait que les États-Unis sont co-belligérants avec Israël dans un génocide en cours. Je veux dire, c'est gênant. Ils s'en prennent à la Cour internationale de justice. Ils sanctionnent la CPI. Ils sanctionnent des membres de l'ONU, comme Francesca Albanese, et parlent de la fin du droit international, comme Stephen Miller. Il s'agit ici d'une question de volonté de puissance, en utilisant toutes sortes de tropes fascisants, des termes évoquant un monde hobbesien. Et c'est ce monde que les États-Unis s'apprêtent à dominer, le globe. En agissant ainsi, ils sapent ce que les États-Unis ont très soigneusement réussi à dominer, contrôler et maintenir à travers des institutions multilatérales, l'ordre mondial, le soi-disant ordre international fondé sur des règles à travers toutes ces institutions. Je veux dire, regardez l'OMC. Cela ne semble pas être un si mauvais arrangement en ce moment, n'est-ce pas? Mais on a laissé tout cela se désagréger, et personne n'a réagi immédiatement aux premières guerres tarifaires de Trump. D'accord. Mais si vous regardez cela et que vous pensez que cela crée du chaos, de l'incertitude sur les marchés, cela provoque de la stagflation pour un certain nombre de pays qui se trouvent du mauvais côté de ces guerres tarifaires. L'OMC apparaît soudainement comme un grand bastion de stabilité. Et alors les gens disent « Ah, c'est pour ça que nous avons créé cette institution à l'origine. Il y a eu une prospérité mondiale sans précédent grâce à l'harmonisation du commerce et des relations pendant cette période, au cours des 30 ou 40 dernières années. Et Trump essaie de défaire tout cela, de le démanteler en l'espace de 12 mois. Et on peut en voir les résultats. Les marchés vont réagir. Les marchés vont réagir. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez en politique, utiliser tous les clichés que vous voulez. Regardez le Brexit. Le Brexit portait sur cette sorte de reconquête revancharde de la gloire de l'ancien empire. Et l'économie britannique s'est effondrée après le Brexit. Littéralement, la livre sterling donnait l'impression que George Soros l'avait attaqué pendant des années. Je veux dire, c'est le genre de choses qui arrivent aux pays du tiers-monde. Voir sa monnaie chuter de 10% du jour au lendemain et son secteur des PME, des petites et moyennes entreprises, être décimé en une nuit. Et pendant ce temps, tout ce qu'il reste aux gens, c'est de brandir l'Union Jack britannique ou la Croix de Saint-Georges, parce que c'est tout ce qu'il leur reste, des baby-boomers qui agitent ces drapeaux. C'est la même chose en Europe. Ils brandissent l'ancien drapeau de l'hégémonie et de la domination européenne des 1000 dernières années. Le problème, c'est que la moitié du monde est passée à autre chose. Et c'est là toute la différence. L'Europe est dans une position idéale, Nima, en ce moment, pour résoudre tous ses problèmes avec les États-Unis si elle le souhaite. Il lui suffit de se tourner vers l'Est, simplement se tourner vers l'Est. La Russie, des solutions. La Chine, des solutions. Et à ce moment-là, on pourrait vraiment dire à Trump et à l'Amérique d'aller se faire voir. Ce serait littéralement comme ça. Mais ils sont tellement imbriqués dans beaucoup de ces programmes et arrangements qui se sont révélés finalement contre-productifs pour l'Europe. Donc je pense qu'il leur faudra beaucoup de temps pour s'en défaire, s'il existe la volonté politique de le faire complètement. Cela inclut toutes les manipulations et tromperies en matière de politique étrangère, ainsi que la relation avec Israël, qui est liée à tout cela. C'est un programme dirigé par les États-Unis, et les Européens, s'ils sont assez intelligents pour ne pas se battre entre eux, comme ils le font traditionnellement, pourraient trouver une issue à cette situation et prospérer, même s'ils ne sont pas une puissance manufacturière. Mais honnêtement, ce qui s'est passé en Allemagne, je pense, est vraiment dévastateur pour l'Europe.
Et je ne pense pas qu'ils vont se remettre de sitôt. Ils se sont vraiment, je veux dire, tiré une balle dans chaque pied. Et je pense que la direction qui a permis que cela se produise doit être tenue pour responsable à un niveau majeur. Il faut que quelque chose se passe. Il doit y avoir une correction politique en Europe. Maintenant, j'ai peur que si cela prend un virage très à droite, alors nous risquons d'avoir encore plus de problèmes. Si l'on regarde les virages très à droite dans l'histoire de l'Europe, toute la saleté et la toxicité qui les accompagnent, y compris le racisme, l'anti-immigration, l'ethno-nationalisme, si c'est ce qui accompagne ce virage très à droite pour l'Europe, alors cela va poser un énorme problème. Et c'est pourquoi vous voyez des personnes comme Elon Musk et d'autres milliardaires financer et attiser les divisions raciales en Europe. Cela profite aux États-Unis, car une Europe divisée et instable reste vassalisée pour ces raisons. Les États-Unis ont manipulé l'Europe avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense aussi pendant la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ont ruiné l'Europe. Ils lui ont joué un tour magistral pendant la Première Guerre mondiale. Ils l'ont endetté, vidé ses réserves d'or, qui ont fini à Fort Knox, et les États-Unis sont devenus une puissance mondiale sur le dos des Européens qui se battaient entre eux pour quoi. Ces vieux schémas et habitudes ont toujours existé, et vous les voyez se reproduire aujourd'hui. C'est la classe financière capitaliste, super-capitaliste des États-Unis qui veut encore s'en prendre à l'Europe. Et les Européens, si stupides et si absorbés par leur petit héritage, leurs vieilles querelles ethniques entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, entre le Saint-Empire romain et l'Orient byzantin chrétien orthodoxe. On peut voir que ces fissures existent toujours. Et les États-Unis sont simplement devenus si habiles, comme les Britanniques l'ont été pendant tant d'années, à exploiter ces différences. Les États-Unis pensent pouvoir encore jouer à ce jeu et, ce faisant, maintenir leur empire mondial, mais au détriment des peuples qu'ils prétendent être leurs frères, c'est-à-dire, vous savez, l'Europe ou l'Europe blanche, ou peu importe comment on veut la qualifier. Mais maintenant, on peut voir les blessures, les plaies béantes, se rouvrir. L'Europe devra donc décider si elle veut emprunter une nouvelle voie constructive ou retomber dans ses vieilles habitudes. Nous verrons bien. Vous savez, ce qui est si tragique quand on regarde l'Europe, c'est que chaque initiative de la politique étrangère américaine en Asie occidentale a frappé l'Europe de plein fouet. En Irak et en Afghanistan, puis en Libye, ensuite en Syrie. Et la Syrie, c'est encore récent. Et la plus grande, le coup de maître, ce fut l'Ukraine. On ne peut pas imaginer, personne, absolument personne, n'aurait pu prévoir à quel point le conflit en Ukraine serait dévastateur. Je ne sais pas si l'administration Biden coordonnait cela avec les Européens, mais nous savons que lorsque Biden se tenait aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, en parlant du sabotage du gazoduc Nord Stream, Olaf Scholz, à mon avis, n'en avait aucune idée à ce moment-là. Il a peut-être été un peu surpris. Il n'a pas réagi à ce que Joe Biden a dit. Mais l'Allemagne s'est retrouvée, d'une certaine manière, prise au milieu de quelque chose sur le point de se produire. Elle ne connaissait pas l'ampleur de ce qui se passait. Et vous savez, après 4 ans, on peut voir à quoi l'Allemagne est confrontée, les difficultés qu'elle rencontre actuellement. Et combien de temps elle souhaite continuer avec ce genre de concept, je ne sais pas. As-tu vu ce message privé de Macron disant « Nous sommes tous mobilisés sur le dossier de l'Iran. Allons contre l'Iran, mais ignorons simplement le dossier du Groenland. » C'est la même stratégie ratée de la part des Européens. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas tirer les leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Non, non.
Ce message texte, je ne suis pas sûr de qui l'a divulgué, si cela vient des États-Unis ou des Français, parce que franchement, je ne sais pas qui cela fait paraître le plus mal d'un côté ou de l'autre. C'est difficile à dire, mais je pense que cela montre simplement la nature de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Comme tu l'as dit, nous sommes tous unis sur la Syrie. Nous sommes tous unis sur l'Iran. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bassett, a déclaré ouvertement dans sa vidéo publiée sur X, ainsi qu'au Forum économique mondial, qu'il est très enthousiaste à l'idée d'avoir provoqué l'effondrement de la monnaie et de l'économie iranienne, et que cela a causé beaucoup de souffrance. Il est vraiment enthousiaste à propos de beaucoup de souffrance. Il a donc admis, d'une manière à la fois imprudente et maladroite, que les sanctions ne sont pas destinées à modifier le comportement des gouvernements, mais à punir les populations. Du point de vue des États-Unis et de l'Europe, il s'agit d'une forme de punition collective. Et ce faisant, on entretient cette idée délirante selon laquelle cela finirait par changer le comportement du soi-disant régime. Et c'est bien là le problème. On voit arriver au gouvernement des gens issus de la finance, de Wall Street. Ils ne connaissent rien aux relations internationales, rien à l'art de gouverner. Ils débarquent, on leur remet les clés de ce super engin qu'est le Trésor américain, et ils décident de tirer sur les cibles de leur choix. Et pour eux, c'est cela, l'art de gouverner. Pour eux, c'est cela, l'art de gouverner. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est délégitimer involontairement les outils de la guerre économique, qu'ils ont pourtant utilisés depuis des décennies. Ainsi, en ce qui concerne les Européens, et vous savez, les Olaf Scholz de ce monde, encore une fois, ce sont des gens issus de diverses professions ou de petites villes d'Europe, de quelques coins reculés d'une province allemande. Soudain, ils se retrouvent sur la scène mondiale. Ils se tiennent à côté du président des États-Unis. Eux-mêmes n'ont aucune gravité, aucune compréhension des affaires internationales. Et ils sont en réalité à la merci des États-Unis, qui sont un acteur étatique bien plus rusé et retors. Et tous les pays européens ont ce problème, à savoir que l'Europe lutte encore avec ces questions d'identité. Ils n'arrivent pas à décider s'ils forment une Europe unie. Ils n'arrivent pas à décider si l'ULUTEM est un super-État ou si elle doit être une organisation fédérale, une structure qui préserve les droits ou la souveraineté des États membres individuels. Il est très difficile d'avoir les deux. Je veux dire, c'est déjà difficile, comme on peut le voir aux États-Unis. Regardez comment Trump attaque l'État du Minnesota en déployant 3000 soldats paramilitaires masqués appelés ICE pour aller terroriser les habitants de Minneapolis afin de faire une démonstration de force politique. Ainsi, les États se sentent désormais impuissants. Ils ne peuvent pas résister à l'empiètement fédéral, ni à l'abus de pouvoir fédéral, car les droits des États en Amérique ont été progressivement érodés par des décrets exécutifs au fil des années. Ils en sont donc arrivés à un point où ils sont complètement paralysés. Cela inclut la manière dont les médias en rendent compte à l'échelle nationale, et ainsi de suite. L'Europe connaît le même problème, et ce sera toujours un problème pour l'Union européenne, car on a fondamentalement quelques dizaines de pays européens complètement différents, avec des langues différentes dans presque tous les cas, des histoires différentes, des contextes culturels différents, et on les a forcés à entrer dans ce moule de l'OTAN, pour ainsi dire. Bruxelles n'a pas vraiment de moule. Elle essaie d'imposer une sorte de cadre à ces États individuels. Donc on les prive de leur pouvoir de décision en matière de politique étrangère, et on les prive de leur pouvoir de décision en matière de commerce et d'économie. Parce que regardez, qui a décidé que l'Europe allait dépendre de l'énergie américaine? Je veux dire, ça n'a pas été soumis au vote.
Mais les gens en paient le prix, et ils le paient économiquement, socialement, et ils ont hypothéqué l'avenir des enfants européens. Leur vie d'adulte futur a été hypothéquée par cette sorte de génération de baby-boomers vieillissantes, obsédée par l'accumulation et la protection de sa propre richesse, de ses économies, d'accord. Ils ont condamné les générations futures à une pauvreté accrue, à moins d'indépendance, à moins de liberté d'expression. En somme, ils les livrent à une technocratie. Et tout cela ne passe par aucun processus démocratique. C'est peut-être plutôt une sorte de prise de contrôle par les entreprises américaines en matière de technologie et de données. Je veux dire, qui dirige toute cette nouvelle technocratie? Ce sont principalement des entreprises américaines qui fournissent la puissance du cloud et l'intelligence artificielle. Palantir, Amazon Web Services. Toutes ces sociétés basées aux États-Unis en sont responsables. L'Europe ne possédera plus ses propres données dans 5 ans. Et si vous ne possédez pas vos propres données, vous n'êtes pas souverain, car c'est la nouvelle réalité. La souveraineté des données équivaut à la souveraineté énergétique dans les 5 à 10 prochaines années. Donc ces dirigeants européens, cela nous ramène à ta question initiale, Nima, et je vais conclure là-dessus. Back to your original question, Nima, and I'll round this out. Europe has always struggled. L'Europe a toujours connu des difficultés après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être à cause de la guerre froide, peut-être à cause de la domination américaine, mais elle a peiné, à la fois en tant qu'État individuel et en tant qu'ensemble, à définir sa raison d'État. Elle a cru la trouver avec le marché commun, en l'utilisant comme un outil collectif et avec l'OTAN comme moyen de dissuasion collectif. Un avenir utopique et pro-démocratique où elle s'étendrait, pousserait vers l'Est, vers le Sud et exigerait de tous qu'ils se conforment à ses valeurs européennes libérales. Et une partie de cela consiste à dire « Je crois cela. Cela fait de moi un bon citoyen. Je crois que la Russie a mené une invasion totale et non provoquée de l'Ukraine. Nous devons protéger Zelensky. » Ce faisant, nous protégeons l'Europe. Et si vous y croyez, vous êtes un bon citoyen. Je fais flotter mon drapeau ukrainien devant mon bureau en Europe, à la mairie de ma ville, dans mon hameau, dans mon village. Nous sommes de bonnes personnes. Surtout dans un pays comme l'Allemagne. Ils surcompensent, essayant d'expier leur sombre passé de l'Allemagne nazie et tous leurs péchés passés. Aujourd'hui, c'est devenu si perverti et si dépravé qu'ils sont prêts à le faire jusqu'au dernier Ukrainien. Ils veulent expier et montrer leur vertu à un point tel qu'ils sont prêts à expier leurs péchés passés jusqu'au dernier Ukrainien. Et pire encore, jusqu'au dernier Palestinien. Voilà où en est arrivée l'Allemagne dans leur esprit. Et c'est, je pense, une sorte de défaut mental, collectif, dans un pays comme l'Allemagne. C'est en réalité le résultat d'une volonté de prouver que l'on est des gens bien. Et ce faisant, ils s'en prennent aux manifestants en Allemagne. Des personnes qui protestent pour les Palestiniens, qui appellent à mettre fin au génocide d'Israël. Ils se font tabasser dans les rues d'Allemagne. Et c'est encore une fois la surcompensation de l'Allemagne. En agissant ainsi, ils deviennent les autoritaires qu'ils ont autrefois été. Cela montre que si l'on n'a aucun principe en matière de politique étrangère et que l'on laisse la propagande diriger le consensus national, propagande menée par les États-Unis, la CIA, l'OTAN et Israël, voilà ce qui se produit. Ils vont te pousser dans la pire position possible, celle où tu deviens exactement ce que tu fuyais historiquement. Je pense que c'est une bonne évaluation de la situation actuelle de l'Allemagne. Tout aussi stupide, et de manière assez stupéfiante, fut la décision de la Finlande et de la Suède de se laisser emporter par la campagne de peur et de battage médiatique au début du conflit en Ukraine en 2022, les poussant à un référendum émotionnel qui les a conduits à abandonner leur neutralité et à devenir des pays de première ligne de l'OTAN. Cela ne les rend pas plus sûrs, bien au contraire. Et leur justification est « Eh bien,
Nous devons nous protéger contre la menace russe. We need to buttress against the Russian threat. I mean, it's circular logic and it's kind of a mental. Je veux dire, c'est un raisonnement circulaire et c'est une sorte de virus mental, si l'on peut dire, vraiment alimenté par la propagande. Nous parlons ici de propagande internationale, de médias, de récits politiques et d'une diplomatie très autoritaire de la part des Américains, des Britanniques et de Bruxelles. Et sont-ils vraiment mieux lotis, au fond? Je veux dire, la Finlande, honnêtement, étiez-vous mieux en tant que pays neutre, reconnu pour votre neutralité et entretenant de bonnes relations avec la Russie, des relations relativement bonnes? Et maintenant, regardez, le dirigeant actuel de la Finlande parle de « nous allons acquérir davantage de F-35 ». Nous allons avoir la plus grande force aérienne d'Europe et la Russie ne va pas nous embêter. Laissez-moi vous dire, la Russie pourrait anéantir tout ce que la Finlande possède en termes d'actifs militaires en quoi? 48 heures. Disparu. Tout ce qu'ils ont construit pourrait être détruit s'ils sont utilisés comme un instrument contre la Russie. C'est la réalité. Les Russes le savent, et je pense qu'au fond, beaucoup de Finlandais le savent aussi. Mais au niveau des dirigeants, tout tourne autour du keynésianisme militaire et des politiques qui le soutiennent, parce qu'ils n'ont plus rien à proposer en matière d'idées pour l'avenir de l'Europe. Je veux dire, c'est un point historiquement bas pour l'Europe, et cela pourrait finir par conduire à la dissolution de l'OTAN et probablement à la fracture permanente de l'Union européenne, telle que nous la connaissons. Patrick, changeons un peu de sujet pour parler de ce qui se passe aux États-Unis sous l'administration Trump. Après un an, on voit, tu as mentionné le cas de Minneapolis et ce qui se passe avec l'administration qui essaie de forcer les gens à se comporter comme elle le souhaite. Quelle est ta compréhension de la politique de Donald Trump en Asie de l'Ouest? Nous étions au bord d'une nouvelle guerre. Nous sommes toujours au bord d'une nouvelle guerre ici en Iran. Il se prépare. On voit beaucoup d'armes circuler dans le pays. L'armée se préparait à tout. Et tu sais, peu importe à qui tu parles, surtout des responsables iraniens, ils disent qu'ils sont prêts, qu'ils se préparent encore davantage à combattre les États-Unis. Mais au fond, que veut réellement l'administration Trump, Donald Trump lui-même, d'une nouvelle guerre avec l'Iran? Je pense que ce n'est pas tant une question de ce que veut Trump, c'est une question de ce que veut Israël. Donald Trump, ou plutôt les États-Unis, n'ont pas, en ce qui concerne le Moyen-Orient, une politique étrangère indépendante. La Maison-Blanche est sous le contrôle d'un gouvernement étranger. Il ne devrait pas y avoir de débat à ce sujet. Les États-Unis ne peuvent vraiment prendre une décision ou agir sans l'accord de Bibi Netanyahou, du bureau du Premier ministre israélien, qui s'exprime ensuite par l'intermédiaire du lobby israélien et de la classe des milliardaires aux États-Unis. Il possède le président et il s'est lui-même mis en vente auprès de ces gens. And he put himself up for sale to these people, and then he basically at that point doesn't really have any. Et donc, en gros, à ce stade, il n'a plus vraiment d'indépendance. Ils l'ont capturé. Ils l'ont capturé et ils ont aussi capturé sa famille. Donald Trump peut faire très peu de choses de manière indépendante en ce qui concerne l'Iran. La seule chose qui puisse arriver, c'est qu'une lueur de logique ou de bon sens traverse l'esprit de Trump et de son administration. Cela ne sera vraiment influencé que par des considérations stratégiques. Par exemple, est-ce le bon moment pour attaquer l'Iran? Devons-nous attendre? Devons-nous y aller maintenant? Devons-nous utiliser des armes nucléaires ou seulement conventionnelles? Ce sont les seules choses qui peuvent retarder cela. Or, retarder, ce n'est pas une mauvaise chose, Nima. Retarder reste positif pour, je pense, tout le monde dans le monde. Car lorsqu'on retarde un programme, cela signifie qu'il faut le recalibrer.
les choses changent entre-temps, en avançant. Et les réalités politiques peuvent évoluer aux États-Unis, tout comme elles peuvent évoluer en Israël. Ainsi, Israël et les États-Unis ne sont pas à l'abri des réalités politiques internes, tout comme la pression qu'ils exercent sur l'Iran crée des tensions au sein de la société iranienne et de son économie politique. Il en va de même pour l'effet boomerang des actions des États-Unis et d'Israël. Mais en ce qui concerne les États-Unis, je pense que la décision est déjà prise. Ils ont déjà convenu de plusieurs scénarios pour mener une guerre contre l'Iran. Mais beaucoup d'entre eux posent problème, car historiquement, les États-Unis, y compris sous Trump, ont toujours pris soin de ne pas attaquer Israël, ni de frapper trop fort ceux qui peuvent riposter. Or, très peu de pays entrent dans cette catégorie. Je dirais que la Russie en est un exemple évident. Il faut être très prudent. Ils ont mené toutes ces frappes secrètes, très trompeuses, très sales et sournoises. Ce que les États-Unis et les Britanniques ont fait par l'intermédiaire du régime ukrainien marionnette, des attaques de drones, des tentatives d'assassinat du président Poutine. Je veux dire, le coût de tout cela pourrait se faire sentir à un moment donné. Cette facture pourrait bien arriver pour les États-Unis et les pays européens, pour s'être impliqués dans ce genre d'attentats terroristes sordides, de tentatives d'assassinat et ainsi de suite, contre une grande puissance nucléaire. C'est stupide de leur part de faire cela. Mais vous savez, on verra bien. En ce qui concerne l'Iran, les États-Unis doivent peser le pour et le contre, car l'Iran, comme la Russie ou la Corée du Nord, fait partie des rares pays capables de riposter. Et les États-Unis n'aiment pas bombarder ou frapper trop fort quelqu'un qui peut rendre les coups, parce qu'ils ne le peuvent pas. Les États-Unis, malgré toute leur puissance, ont une population tellement fragile, perméable et peu sûre de son patriotisme que, si quelques soldats américains se retrouvent morts à la télévision, le pays entre littéralement en crise. Mais le pays n'a aucun problème à vaporiser 100 000 personnes dans un pays étranger. Cela n'affecte pas émotionnellement les Américains, ils y sont simplement insensibles. Mais s'ils perdent ne serait-ce que quelques soldats, cela devient une crise politique. Voir un hélicoptère Black Hawk s'écraser en Somalie a été un événement profondément traumatisant. Aux États-Unis, Black Hawk Down, ce scénario provoque littéralement des cauchemars, car il perce l'illusion d'invincibilité avec laquelle les Américains grandissent, à travers l'école et la propagande depuis la naissance, en croyant que l'Amérique est une puissance invincible. Et elle l'est, en un sens, mais on ne peut pas comparer à d'autres pays. Elle peut sembler invincible. Mais on ne peut maintenir cette idée dans son esprit qu'en même temps que celle selon laquelle les États-Unis sont une force du bien dans le monde, vous voyez. Alors, à quoi sert l'invincibilité dans votre mythologie nationale si elle ne coïncide pas avec une certaine forme de bonté dans le monde? Par exemple, l'Amérique est cette ville brillante sur la colline, comme l'a dit George H.W. Bush, 1000 points de lumière. Il faut cela aussi. C'est l'autre face de la mythologie. L'administration Trump a dit ne pas croire en cet aspect-là. Il pense qu'on peut simplement être une force, sans avoir besoin d'être une force pour le bien. Il suffit d'être une force, voyez-vous. Et cela, dans les relations internationales et l'histoire du monde, c'est le baiser de la mort pour tout empire. Donc, de ce point de vue, je ne sais pas ce que Trump va faire avec l'Iran et l'Asie de l'Ouest. Je pense qu'il pourrait jouer cette carte pendant plusieurs années encore. Il pourrait probablement mener des frappes d'infrastructures périodiques et tenter des décapitations de leadership contre l'Iran. Il ne fait aucun doute que cela est envisagé en ce moment. Cela pourrait se produire dans quelques jours ou semaines, comme vous le savez. Mais ce serait une série d'attaques s'étalant sur plusieurs années.
peut-être 1, 2 ou 3. Comme nous l'avons vu avec la Syrie, Nima, ils ne vont pas abandonner après 15 ans, car Israël a dicté la politique américaine en Syrie, voyez-vous. Et d'ailleurs, ils n'auraient pas pu faire s'effondrer la Syrie sans les frappes aériennes israéliennes répétées pendant plus d'une douzaine d'années, des milliers de sorties aériennes. Israël, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le conflit syrien, Al-Qaïda et l'État islamique n'avaient pas de force aérienne. Israël a été de facto la force aérienne d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Syrie à cette époque. Ils frappaient des cibles comme si l'État islamique et Al-Qaïda disposaient de leur propre aviation. Ils coordonnaient leurs actions. Ils frappaient des cibles. Ils rendaient les aéroports inutilisables. Et cela a vraiment contribué à faire respecter les sanctions également. Évidemment en n'autorisant pas l'entrée de marchandises, en contrôlant les frontières. L'État islamique contrôlait la frontière irako-syrienne, faisait exploser les aéroports d'Alep et de Damas, les empêchant de redevenir opérationnels et bloquait les routes commerciales, tout en appliquant les sanctions entre les États-Unis et l'Union européenne. Tout cela faisait donc partie d'un effort coordonné. Ils essayent de faire la même chose avec l'Iran. C'est cette stratégie coordonnée de pression maximale qui inclut non seulement les sanctions, mais aussi leur application concrète. Le problème avec l'Iran, c'est qu'il ne dispose pas du même niveau de contrôle sur ses frontières. Et évidemment, l'Iran aura aussi du mal à les sécuriser. De cette manière, les factions américaines et du Kurdistan irakien peuvent utiliser ces zones comme base de lancement pour attaquer l'Iran, ainsi que l'Azerbaïdjan. Cela dit, ce n'est pas la Syrie. La Syrie est très contenue. Ils ont réussi à l'étrangler, à l'asphyxier, à vraiment punir le peuple, provoquer la famine, voler leur pétrole, voler leurs richesses agricoles, couper leur énergie et leur électricité. Ils ont pu faire cela avec la Syrie. Ils ne peuvent pas faire la même chose avec l'Iran. Ce ne sera donc pas une tâche facile. L'Iran n'est pas Gaza, et je pense que cela commence à peser sur l'esprit des planificateurs de guerre aux États-Unis, qui, à mon avis, ont été assez grisés par une sorte de montée de dopamine en regardant le carnage à Gaza, ce qui a enthousiasmé beaucoup de gens en Amérique. Et je ne dis pas cela à la légère. Je le dis avec une grande horreur et une profonde réserve. Le nombre de républicains et de sionistes chrétiens qui se sont montrés visiblement enthousiastes et euphoriques face au massacre à Gaza est troublant sur le plan humain. Ils sont également très excités par les massacres en Syrie. Ils aiment la violence sectaire parce que je pense qu'ils ont développé une haine intrinsèque des Arabes. Une grande partie de cela provient de la propagande menée par Israël et de la propagande post-11 septembre. Il existe une haine profonde et viscérale des Arabes au sein des appareils politiques et médiatiques américains, et ils essaient de cultiver cette même haine envers les Iraniens également. Mais ils ont du mal à faire fonctionner le même système de propagande, et l'Iran a déconcerté l'Occident à de nombreuses reprises et l'a surpris. Et c'est un système bien plus résilient. Il est désormais reconnu, même par les faucons occidentaux, que le gouvernement iranien, le gouvernement révolutionnaire, la société de la République islamique sont bien plus résistants qu'on ne le leur accordait. Mais cela fait des années que nous le disons. Nous aurions pu leur éviter beaucoup d'efforts, de douleurs et de souffrances. Jusqu'où iront-ils donc? Israël dit au public américain que l'Iran est comme la Syrie, qu'il suffit d'une petite poussée, qui va s'effondrer, juste une petite poussée. Et ils ont mené des opérations incroyables pour déstabiliser l'Iran, mais ils n'ont pas réussi. Ce qu'ils ont fait, en revanche, c'est renforcer la solidarité au sein de la société iranienne, de plus en plus. Et c'est l'effet inverse. Donc cette idée de provoquer un changement de régime, ils vont dans la mauvaise direction à ce sujet, parce qu'ils pensent que les Américains, dernière chose que je dirais, Nima,
Les Américains aiment s'appuyer sur des schémas préétablis. Ils ont des modèles historiques. Ils se disent « Nous avons ruiné l'Union soviétique dans une course aux armements et nous avons gagné la guerre froide. » Et ils adorent ça. Sur le plan géopolitique, ils veulent transposer cette logique aux sanctions contre la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ils faisaient de la surenchère au Congrès. Les sénateurs, tout le monde dans les médias. Nous allons ruiner les Russes et nous allons vraiment leur faire payer. Et Poutine va tomber. Vladimir Poutine est caché. Il a un cancer, il a ceci, il a cela. Ils croient vraiment pouvoir réutiliser le même modèle encore et encore. Avec tous ces événements historiques, ils pensent que les forces alliées ont brisé l'échine de la machine de guerre nazie, ce qui est totalement faux. C'est l'armée rouge qui l'a fait. L'armée rouge était pratiquement à Berlin au moment du débarquement, donc c'était déjà terminé. Mais dans l'esprit américain, européen et britannique, le public et les politiciens nourris de propagande croient que les forces alliées ont porté le coup fatal aux nazis, ce qui n'est pas le cas. Cette mentalité influence leurs réflexions géopolitiques actuelles, si bien qu'ils ignorent le front de l'Est sur le plan historique. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le front de l'Est. Dans les mêmes lieux où l'armée rouge a brisé l'échine de la Wehrmacht, sur les tout mêmes champs de bataille, l'histoire se répète. Mais cette fois, c'est une histoire que la plupart des gens en Occident n'ont pas le droit de voir ni d'aborder, et qui ne parvient jamais au premier plan du débat public. Je pense qu'ils sont vraiment victimes d'une arrogance historique, d'une forme d'arrogance traditionnelle, tellement imprégnée de leur propre propagande en Occident. Et je pense que c'est un énorme handicap, un grand désavantage politique pour l'Europe, les États-Unis et les États membres de l'OTAN. C'est pourquoi leur politique est dysfonctionnelle, pourquoi elle s'effondre et pourquoi ils continuent de prendre du retard. Leurs erreurs s'accumulent. Et ils sont obligés de redoubler d'efforts avec des positions et des mesures encore plus extrêmes afin de soutenir ce qui est, en réalité, une vision fondamentalement erronée de leur place dans l'histoire, de leur rôle dans le moment présent et de ce qui se passe réellement. Ils ignorent et rejettent également la souveraineté russe et iranienne, ou encore l'innovation et les capacités de l'Iran et de la Russie. Ils les ont totalement négligés parce que, encore une fois, les populations occidentales sont fortement soumises à une propagande d'autoglorification, convaincus d'être les hégémons culturels et civilisationnels, et cela détermine leur manière de penser. Malheureusement, cela influence à la fois la politique étrangère et la politique économique. Je pense que c'est une énorme erreur de la part de l'Occident de ne pas reconnaître les réalités du monde actuel en pleine mutation.